Le sujet du jour de Smartech, c'est l'open banking. Est-ce que ça va vraiment nous apporter de nouvelles expériences de la banque? On en parle avec Hervé Brucker, directeur marketing, communication et expérience client et membre du comité de direction d'Orange Bank. Orange Bank, banque en ligne lancée il y a 4 ans, 1,8 million de clients, c'est ça? C'est ça. Et présent en France et en Espagne. Et à vos côtés, Victor Duboucher, directeur des partenariats bancaires chez Papernest, une solution qui automatise la gestion des contrats de la maison. Vous nous en direz davantage. Et vous avez, signé un partenariat récemment avec une banque tout à fait classique, BNP Paribas. Donc ça va nous permettre de voir un peu comment le marché change avec une banque en ligne, un nouvel opérateur qui arrive sur ce domaine, mais un opérateur historique du mobile. Et un acteur originel, on va dire, online, 100% numérique, qui travaille avec une banque classique. D'abord, première question, est-ce que vous êtes capable de me définir tout à fait simplement ce qu'on appelle l'open banking? Tu veux que je m'en occupe? Vas-y, je t'en prie. Okay. Alors, tous les deux, vous allez vous en occuper. Oui, c'est ça. Puis on a plein de cas illustrés à vous présenter. Alors, l'open banking, c'est le travail qui est fait de proposer quelque part à des fintechs de travailler en collaboration avec des banques. Et on a des cas très simples d'illustration, qui sont la disposition des données, la mise à disposition des données des banques de manière sécurisée, réglementée, codifiée avec des statuts auprès de fournisseurs qui vont utiliser la donnée pour créer des cas d'usage pour les clients de la banque, pour leurs propres clients aussi. Donc une ouverture des banques aux prestataires du numérique? Exactement. Je pense que c'est super intéressant ce qui se passe en ce moment avec l'open banking. On avait depuis quelques années donc des banques assez réticentes justement à ouvrir les données financières de leurs clients pour les raisons qu'on peut comprendre. Et depuis quelques années avec DSP2, on s'aperçoit que les banques... La directive européenne sur la protection des transactions. Oui, c'est ça. Qui permet en fait aux banques d'ouvrir certaines données de leurs clients, notamment les données de transactions, les montants, les fournisseurs, vont permettre en fait de transmettre ces informations, de les partager avec des acteurs tiers. Comme par exemple Papernest, pour lequel je travaille, qui va nous permettre en fait nous d'avoir accès à ces données et de proposer de la valeur ajoutée aux clients pour compléter en fait la valeur des purs produits bancaires. Alors on va évidemment y venir à la valeur pour le client, au final, c'est ça qui est intéressant, qu'il soit particulier ou entreprise d'ailleurs. Mais est-ce que ça va changer fondamentalement, profondément le secteur de la finance selon vous? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un nouveau visage? Oui. Alors en fait, avant, quand on devait travailler dans l'innovation et développer l'expérience client, les banques elles le faisaient soit en propre, toutes seules, soit avec des logiciels, des partenaires, des gros industriels et des cabinets. Maintenant, c'est un peu comme dans une relation amoureuse, on a plusieurs approches. On a le speed dating, on fait des hackathons, on fait de l'open innovation avec des startups, avec des fintechs. Puis après, on commence à se connaître, on se dit, on aménage ensemble, on fait du coworking, on a des espaces de travail en commun, on a des incubateurs, des accélérateurs. Et puis là, on commence à se dire, on commence à faire un achat en commun, une voiture, donc on commence à mettre un petit ticket, on investit un petit peu. Et puis, quand c'est vraiment le grand amour, on décide après les fiançailles de se marier et on peut faire de l'acquisition, voire de la fusion. Donc, par exemple, chez Orange Bank, pour aller plus vite sur la partie pro, on a décidé non pas de faire en propre, mais d'acheter une fintech qui s'appelle Anytime, qui est dédiée aux pros, aux PME et qui accélère vraiment le développement de tout ce qui est facture, devis, etc. Et puis après, on peut faire aussi plus simple, donc faire des POC, des prototypes, tester, et puis pourquoi pas des partenariats commerciaux avec des Papernest ou autres. Et on a fait par exemple récemment... Ça renforce les banques finalement ou ça risque de les fragiliser davantage avec plus de concurrence? Alors nous, enfin, en tant que Papernest, forcément, on est convaincus qu'avoir une banque qui crée un écosystème d'acteurs autour de la banque qui vont pouvoir répondre à chaque moment de vie des clients pour des besoins bien spécifiques, ça renforce la proposition de valeur des banques, bien sûr, puisque en fait, la banque ne va pas avoir à développer en interne des solutions coûteuses, mettre beaucoup d'investissements technologiques dans des process lourds, dans des roadmaps IT qu'on sait longues et pénibles pour les banques, et il va pouvoir, à la place, s'entourer d'acteurs agiles, flexibles, innovants, qui vont pouvoir leur permettre, comme Papernest par exemple, de faire des réductions de factures sur la dépense du logement et donc de répondre à des besoins bien spécifiques du client des banques. Alors, expliquez-nous justement comment ça fonctionne, votre service, et en quoi ça crée un nouveau service pour la banque. Oui, bien sûr. Alors, Papernest, c'est une solution gratuite pour les particuliers qui permet de centraliser l'ensemble de votre dépense du logement, donc Internet, énergie, gaz, électricité, mobile, etc., sur notre plateforme unique.
dans le but de comparer, résilier et souscrire des nouvelles offres plus intéressantes pour le client. Comment je fais alors, très je vous mets en contact avec mes prestataires. Ouais, alors juste pour finir la petite explication, donc on fait cette plateforme unique dans laquelle vous pouvez centraliser l'ensemble de vos contrats. Et dans ce contexte-là, en fait, nous on travaille en particulier avec les banques qui vont être prescripteurs de notre service. Très concrètement, on va se brancher en fait sur les données transactionnelles des clients des banques, éplucher leurs différentes dépenses, électricité, gaz, etc., et leur dire ici, tu peux faire a priori une économie de temps. Si tu es intéressé. Donc c'est à partir en fait des prélèvements automatiques ou des prélèvements d'ailleurs pas automatisés que vous constatez sur le compte d'un individu, que vous pouvez lui proposer de faire des économies, de changer de prestataire. Exactement. Nous, on va être capable, en faisant tourner notre algorithme sur les différentes dépenses, de regarder le montant, le fournisseur, la récurrence des paiements et de pouvoir proposer une estimation des économies que le client peut faire. Ensuite, et c'est ça vraiment la valeur ajoutée de PaperNest, c'est que le client, s'il est intéressé, va pouvoir affiner cette estimation en renseignant d'autres informations, notamment ses données de logement, et pouvoir switcher vers des offres plus intéressantes en quelques clics directement sur PaperNest. Donc là, vous nous avez dit, c'est véritablement un nouveau service qui n'était pas jusqu'ici proposé par les banques, et vous nous avez dit que c'est un service gratuit. À partir de quand l'open banking, les nouveaux services de ces banques en ligne vont rapporter de la valeur sonnante et trébuchante ? Parce que finalement, dans le numérique, le modèle, c'est le gratuit. Est-ce qu'on ne voit pas les prix chuter de plus en plus dans le domaine ? Moi, je prends un autre exemple de partenariat open banking entre une banque et puis une fintech, où c'est un rapport win-win, c'est gagnant-gagnant pour la fintech, pour le client aussi, et puis pour la banque. Par exemple, nous, on a choisi de faire un partenariat, une alliance avec United, qui est un expert du digital sur la partie crédit. Ouais. Comment ça va se passer ? Donc dès cet été, on va avoir une nouvelle offre refondue complètement pour souscrire un crédit chez Orange Bank. Donc avant, je mettais 5 jours pour demander un crédit. Je devais envoyer mes pièces justificatives, mes relevés de compte, mon avis d'imposition. Demain, en même pas 6 minutes, je peux directement faire une demande de crédit et me connecter à ma banque traditionnelle, ma banque principale, qui est autre que Orange Bank, collecter directement mes données. Donc j'ai une vue budget, j'ai une vue sur le comportement du client, donc ce qui me permet d'un point de vue client de gagner du temps, ce qui me permet d'un point de vue banque d'avoir une vision plus précise, plus fiable, pas de faux documents, une vraie analyse du comportement du client, et ce qui me permet au bout du bout d'avoir multiplié par 2 mon taux de conversion, réduire mon risque de 30% et accepter davantage de clients, des clients que je ne connaissais pas, qui ont peu de preuves à me donner, les jeunes, les freelances, etc. Et quand j'analyse toutes ces données-là, eh ben, le client il se retrouve gagnant parce qu'il peut accéder à des crédits avec un risque qui est bien mesuré et un taux préférentiel. La banque, elle gagne plus de business puisqu'elle autorise plus de clients à venir et devenir clients chez elle. Et puis la fintech qui fournit ces services-là est commissionnée par rapport aux ventes qui sont réalisées derrière. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc ce que vous me dites, c'est qu'on n'est pas forcément coincé dans ce modèle de la gratuité. Je pense que le modèle... On peut trouver de nouveaux modèles économiques. Le modèle de la gratuité, en tout cas pour PaperNest, il est essentiel. C'est garantir au client que gratuitement, il va pouvoir évaluer ses factures, centraliser l'ensemble de ses contrats et potentiellement faire des économies importantes, plusieurs centaines d'euros par an, et aussi gagner des longues heures de démarches administratives. Je pense que l'apport pour la banque, au-delà de la rémunération nette, c'est de pouvoir apporter un service qui va apporter plus de satisfaction à ses clients. Et puisqu'on sait que la satisfaction client, c'est un sujet cœur pour les banques, et puis un service qui va permettre d'attirer des nouveaux clients. Sujet pas facile, les relations entre les banques et leurs clients. Exactement. Non. Et on s'aperçoit que notamment le Net Promoter Score, donc l'indice qui permet de calculer la satisfaction client chez les banques, est un vrai sujet sur lequel toutes les banques travaillent aujourd'hui. Comment elles peuvent demain améliorer leur Net Promoter Score ? Un des leviers, c'est de s'entourer justement de différents acteurs qui vont apporter plus de valeur à leurs clients, en dehors du champ traditionnel d'action des banques. C'est de la fidélisation, finalement, dans un monde plus concurrentiel. Après, il ne faut pas se leurrer, hein. Les fintechs sont aussi considérés comme des concurrents. Donc, absolument, c'est pour ça que je dis c'est dans un monde de plus en plus concurrentiel. En même temps, on essaye de proposer de la fidélisation. Voilà, c'est pour ça qu'on a vu que certaines banques, par exemple, préféraient acheter la fintech, l'absorber directement. Donc, c'était le cas de grandes banques qui ont absorbé des banques en ligne même, hein, qui ont absorbé des solutions d'agrégation de comptes, par exemple, ou des partenaires qui gèrent la personnalisation des comptes, ce qu'on appelle PFM, Personal Finance Management. D'autres banques ont choisi d'acheter des néobanques qui restent à côté, qu'ils laissent
pièce autonome ou juste un ticket. Donc en fait, on a quand même ce rapport de force où on a besoin de cet écosystème parce que ce qu'on va chercher dans une fintech, c'est la sérénité, c'est l'agilité, c'est le côté focus client. Mais en même temps, on sait que ces fintechs sont un peu borderline d'un point de vue risque, conformité. Peuvent menacer certains modèles bien installés. Et voilà, donc on a besoin d'une régulation, on a besoin quand même d'une stabilité, que le régulateur soit aussi présent pour gérer ça. On a besoin aussi de conditions qui soient technologiques fiables. On a vu avec la DSP2 qu'il y a eu beaucoup de problèmes quand même avec nos partenaires, ne serait-ce que l'API qui n'était pas forcément de qualité, la bonne foi, la mauvaise foi dans les différents échanges. Donc c'est pas facile. Alors, vous avez travaillé chez Bain & Compagnie. Exactement, vous avez fait du conseil en stratégie. Vous avez travaillé auprès des banques à ce moment-là. Exactement. Et en fait, ça se passe comment pour bouger les banques sur le numérique ? Pour la petite histoire, moi, j'ai rejoint Pepernest pour lancer l'offre bancaire, justement, c'est-à-dire développer l'offre spécifique de Pepernest, qui à la base est une plateforme en B2C pour tout et à chacun. Et j'ai décidé de rejoindre Pepernest pour lancer cette offre à destination des banques, justement parce que je me suis aperçu lors de mes missions en conseil en stratégie pour les banques qu'il y avait un vrai sujet sur la satisfaction client. Et qu'aujourd'hui, les banques qui sont en pleine transformation digitale, qui ont des lourdes roadmap IT, ont besoin de nouveaux leviers pour augmenter la satisfaction client et s'entourer d'acteurs qui vont directement répondre à des besoins vraiment très précis. Aujourd'hui, vous voyez, les prix de l'électricité explosent. Comment un conseiller bancaire va pouvoir accompagner son client là-dessus ? Très concrètement, en lui proposant... Ça change un peu le métier du conseiller bancaire, en l'occurrence. Justement, le conseiller bancaire va pouvoir en fait accompagner l'ensemble de ses clients sur les différents moments de vie. Non simplement en lui proposant un crédit IMO, une assurance vie, etc., mais en lui disant, en étant prescripteur, et dire « Ok, tu as des dépenses d'électricité, d'Internet, box mobile qui explosent, je te prescris d'aller voir Pepernest ». Et ce qui est très fort, c'est que les clients ont confiance dans leur banque, en général. Donc, elles capitalisent sur cette confiance pour prescrire des services dans lesquels elles croient et qui vont apporter vraiment de la valeur ajoutée pour leurs clients. Je vais vous parler aussi de votre passé à vous, puisque vous étiez chez Carrefour en charge du digital et des offres bancaires. Dans ce domaine donc de plus en plus concurrentiel, où sont les principaux concurrents de la banque ? Vous allez me dire chez les opérateurs mobiles. En fait, c'est vrai qu'on pense beaucoup aux fintech, on pense beaucoup aux nouveaux arrivants, on pense à ceux qui viennent du retail, donc les Carrefour qui ont lancé leur propre activité bancaire. Mais là, c'était dans les années 80, avec la première carte de fidélité. Avec les oui, mais ce sont les grandes enseignes de consommation et donc bien placées a priori. C'est ça, voilà. Et puis à chaque fois qu'on a un gros retailer, on a aussi la petite filiale financière qui est là aussi pour équiper en carte de crédit, en solutions financières. Mais en fait, le vrai défi qu'on a aujourd'hui, en termes de banque, c'est soit se diversifier, soit se concentrer sur ce qu'on sait faire. Donc il y a plusieurs stratégies derrière. Il y a même des banques en ligne qui font des marketplaces. Et après, on regarde les fintechs avec beaucoup d'attention. C'est aussi nos partenaires dans l'écosystème. C'est aussi des concurrents directs ou indirects. Mais le vrai défi, c'est pas eux. C'est les GAFAM. C'est eux qui sont derrière tous ces sujets-là. Donc déjà, depuis le début, chez Carrefour, on identifiait de loin. On se disait Apple avec Apple Pay, Google Pay. Ils viennent des intermédiaires. Tous ces nouveaux usages sur le paiement mobile, ils viennent en fait des GAFAM. C'est ça, des intermédiations. On le voit derrière, et ce qui nous pend au nez, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec le tourisme derrière, avec les voyagistes, les bookings, enfin les hôtels qui sont obligés de travailler avec les bookings. Voilà, donc c'est ça qui va se passer aussi. C'est aussi pour cette raison, je pense que les banques aujourd'hui n'ont pas le choix que d'embrasser vraiment l'open banking, puisque c'est finalement un de leurs seuls leviers pour aller en concurrence versus des acteurs comme les GAFA qui ont accès à toutes les données des clients, qui les commercialisent. Mais l'open banking, ça veut dire s'ouvrir aussi à eux. Alors, par exemple, chez Orange Bank, très tôt, on a choisi d'ouvrir et de proposer Apple Pay. Parce que on sait que ça fait partie des demandes. Comment faire autrement aujourd'hui ? C'est une demande des clients, donc il faut les accompagner. Ouais. La DSP2, c'était un peu un mariage forcé entre entre les fintechs et puis les banques, mais on est obligé, pour aller plus vite, pour accélérer, pour répondre aux besoins des clients, de se doter d'un écosystème technologique, de partenaires qui sont à la pointe dans leur domaine. Et aujourd'hui, on ne peut plus se passer dans la publicité, dans la recherche. Au quotidien, j'utilise mon navigateur GPS et je ne peux pas me passer des GAFAM. Enfin, voilà, donc c'est un peu compliqué. Ils sont dans notre quotidien, il faut faire avec. Maintenant, il faut savoir les utiliser de manière intelligente. Et puis trouver un écosystème aussi européen. Il y a des initiatives qui sont lancées pour faire en sorte qu'on soit un peu plus indépendant. C'est là où les banques peuvent peut-être aider cet écosystème à se solidifier en Europe. Est-ce qu'elles jouent bien ce rôle-là ?
Alors, je pense que les banques, bien sûr, essayent de jouer ce rôle-là, de construire chacun leurs propres écosystèmes. Et c'est vraiment la tendance qu'on voit. Hervé Bruckert disait que le mariage était un peu forcé quand même, avec les fintechs, on sait. C'est un mariage forcé, mais en même temps, c'est un mariage qui va bénéficier à tout le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus simple quand même de travailler avec les banques? Est-ce qu'elles ont conscience qu'elles doivent soutenir cet écosystème? Non. Mais franchement, pour parler avec mes pairs, tout le monde a conscience de ça. Donc, on travaille sur la qualité des API qui sont fournis. On joue le jeu parce qu'on n'a pas le choix et parce que c'est dans l'intérêt du client au bout du bout. Donc, du coup, on répond à cet enjeu-là globalement dans l'intérêt final du client qui nous le rendra bien à un moment donné. Et donc, c'est cet écosystème, cet équilibre à trouver entre innovation, sécurité, confiance, équilibre des jeux financiers entre les partenaires externes, les GAFAM et les fintechs qui fait que ça peut marcher. On n'a pas le choix. Et la régulation permet de faire tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui en France pour bouger cette banque? Aujourd'hui, je pense qu'il y a des vrais sujets sur la régulation et on pourrait en parler longuement. On peut en parler un peu quand même. Ça va pas assez vite, en fait, concrètement. Enfin, les usages des clients sont en avance. Ouais. La réaction des banques sont juste après. Et après viennent la régulation, les systèmes, sur quoi les ça bloque? écosystèmes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas proposer? Je pense qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on peut déjà profiter, c'est d'avoir récupéré, comme je vous disais, de se brancher sur les données de transaction des clients et récupérer déjà des informations cruciales qui nous permettent d'apporter de la vraie valeur. Demain, on pourrait imaginer d'élargir le nombre et le type de données qui peuvent être transmises aux acteurs tiers pour apporter encore plus de valeur plus facilement, mais tout cela forcément dans un cadre législatif qui doit être bien fixé et bien net. Mais si vous avez pu le faire sur certaines données, pourquoi pas sur d'autres? En fait, il faut rappeler l'histoire. Donc ça a commencé avec l'open banking, ça a commencé quelque part avec la DSP2, c'est sur la partie paiement uniquement. Si je veux élargir avec les offres d'assurance, les offres d'épargne derrière, il faut le réglementer, comme on l'a fait pour la partie paiement. Ça n'existe pas encore. Donc ce qu'on appelle un peu l'open finance. Et ensuite, après l'open finance, il y a la smart data, l'open data. Et là, c'est tous les cas d'usage nouveaux à développer, à créer. Un coffre-fort électronique, les services publics aussi, pouvoir étudier mes prestations sociales, l'énergie, les transports, élargir à tous les secteurs et en faire quelque chose de commun. Et le client, lui, il n'a plus qu'à dire « Ok, j'accepte de partager mes données parce que j'ai un retour d'expérience client, parce que j'ai des nouveaux services, parce qu'on me le rendra bien en termes d'économie, en termes d'expérience client. » Donc l'étape après l'open banking, c'est le smart data dans la finance. Merci beaucoup à tous les deux, Victor Dubouché, directeur des partenariats bancaires chez Paper.Nest, et Hervé Bruckert, directeur marketing et expérience client chez Orange Bank. Merci beaucoup pour vos enseignements. On va continuer à parler de la donnée et de modèles économiques sous un angle plus politique avec Tariq Rim dans quelques instants.